Claire Dufour ajusta le bandeau de son sac sur son épaule, les doigts tachés d'huile, après une journée de cours à l'Institut technique de Lyon. Étudiante en ingénierie mécanique et réceptionniste à mi-temps dans un petit hôtel près de la Part-Dieu, ses journées étaient millimétrées, son emploi du temps tendu comme un câble. Chaque heure comptait, chaque trajet était planifié, et rien, jamais, ne venait perturber cet équilibre précaire. Jusqu'à ce coup de fil, à 19h15, alors qu'elle rangeait ses affaires dans son casier. « Claire, ma puce, je crois que je me suis fait une belle entorse. » La voix de son père, Gérard, tremblait légèrement au bout du fil. Elle crut d'abord qu'il plaisantait, mais le soupir douloureux qui suivit chassa tout doute. « Je suis tombé en sortant de la voiture. J'ai glissé sur une flaque d'huile ici, dans le garage. »« Tu es à l'hôpital » demanda-t-elle, déjà en train de remettre son manteau. « Non, non, pas besoin, c'est pas cassé, mais je peux pas conduire. Écoute, j'ai besoin de toi. Juste pour demain matin, une course simple. » Claire se figea. Depuis qu'il avait commencé à travailler comme chauffeur privé pour un grand patron parisien, Gérard n'avait jamais manqué une course. « Tu veux que je conduise à ta place ?» Elle n'arrivait pas à y croire. Ce travail, il le tenait comme un trésor. Et pour cause, après des années de petits boulots mal payés, ce poste représentait une stabilité rare. Il n'aurait jamais confié le volant à quiconque, même pas à elle. « Juste demain, Claire, tu vas au héliport, tu prends Monsieur Morel et tu le déposes à son bureau. C'est tout. Pas de détour, pas de complications. » Elle hésita. Elle avait conduit des véhicules bien plus imposants durant ses stages, mais il s'agissait ici d'un client important, d'un homme influent. L'idée de s'asseoir à la place de son père dans ce véhicule noir impeccablement poli lui donnait le vertige. Mais la douleur dans la voix de Gérard était réelle, et les factures d'électricité, de cantine, les échéances du prêt étudiant, tout cela l'était aussi. « D'accord, » dit-elle enfin en inspirant profondément. « Je le ferai. » Tôt le lendemain matin, vêtue du costume sombre de son père, veste un peu trop large, pantalon retenu par une ceinture serrée, Claire se présenta au garage privé du centre-ville. Le véhicule, un modèle haut de gamme au cuir impeccable, brillait sous les néons. Gérard était là, assis sur une chaise, la cheville surélevée sur un coussin. « Tu n'auras qu'à suivre le GPS. Et sois ponctuel. Il déteste attendre. » Claire acquiesça en silence, prenant les clés avec un mélange d'excitation et de nervosité. Elle connaissait les routes, les feux, les raccourcis. Mais elle ne connaissait pas Théodore Morel, ce magnate dont le nom apparaissait régulièrement dans les journaux économiques. Elle démarra le moteur. Le ronronnement discret du véhicule lui donna un peu d'assurance. Elle quitta Lyon au lever du jour. Direction le héliport situé en périphérie, où l'homme qu'elle allait conduire descendrait de son hélicoptère privé pour rejoindre son bureau dans un immeuble de verre dominant la Saône. En chemin, elle répéta mentalement les phrases polies qu'elle pourrait dire. « Bonjour, monsieur. Le trajet se déroulera en 30 minutes environ. Je reste à votre disposition. » Mais chaque mot sonnait faux, forcé. Ce n'était pas elle, cette voix docile et mécanique. Elle arriva sur place 20 minutes en avance, comme l'exigeait le protocole. Elle gara le véhicule dans un emplacement réservé, coupa le moteur et attendit, les mains croisées sur le volant. Le vent d'automne balayait les feuilles autour d'elle. Le ciel était d'un gris uniforme. Soudain, le bruit sourd des pales brisa le silence. Un hélicoptère descendait lentement et son cœur accéléra. Elle observa l'homme qui en descendit, grand, silhouette droite, costume impeccable, mallette à la main. Pas de garde du corps, pas d'assistant. Juste lui avançant avec une aisance naturelle vers la voiture. Claire inspira, puis sortit pour lui ouvrir la portière. Il monta sans un mot, les yeux rivés à son téléphone. Elle retourna à son siège, démarra en douceur et s'engagea sur la route. Quelques minutes passèrent dans un silence absolu, puis d'un ton calme, il demanda sans la regarder. « Gérard a changé de parfum ?» Claire serra légèrement le volant. Elle n'avait pas prévu ça. « Non, monsieur. C'est moi, Claire, sa fille. Il s'est blessé hier, il m'a demandé de le remplacer pour aujourd'hui. » Un léger silence suivit. Théodore leva enfin les yeux de son écran, croisa son regard dans le rétroviseur. Elle soutint ses yeux, droite, sérieuse. « Je vois », dit-il simplement, avant de se replonger dans ses messages. Mais dans le rétroviseur, Claire remarqua quelque chose. Ce n'était pas de l'agacement, ni de l'ennui. C'était une étincelle de curiosité. Comme si, sans le vouloir,
Elle venait d'introduire une anomalie dans le quotidien parfaitement huilé de l'homme d'affaires. Et sans le savoir, elle venait de mettre en marche quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu anticiper. Le silence dans l'habitacle du véhicule était à la fois pesant et paisible, comme une feuille blanche sur laquelle rien n'avait encore été écrit. Claire, concentrée sur la route, gardait les mains bien en place sur le volant, les yeux fixés sur la circulation, tandis que Théodore Morel, installé à l'arrière, consultait son téléphone avec une concentration distante. Elle n'avait pas osé allumer la radio, ni même engager une conversation de plus. Le peu d'échanges qu'ils avaient eus semblait suffisant. Pourtant, à mesure que les minutes s'égrenaient, elle sentait quelque chose se déplacer dans l'air, comme une tension discrète, une attention qu'elle ne savait pas encore nommer. Il n'avait pas demandé qui elle était au-delà de son prénom. Il n'avait pas posé de questions sur l'état de santé de son père. Il n'avait pas exprimé de mécontentement. Mais il n'était pas non plus resté complètement indifférent. Lorsqu'elle avait indiqué d'un ton respectueux mais ferme qu'elle était la fille de Gérard, il l'avait regardée dans le rétroviseur avec une intensité brève, marquant un point d'inflexion dans la course du trajet. Elle avait soutenu son regard sans broncher, habituée à s'imposer dans des environnements dominés par des hommes, comme ses cours d'ingénierie ou les garages où elle faisait ses stages. Ce qui l'avait surprise, c'était la manière dont il s'était tu ensuite, comme s'il observait sans observer, écoutait sans poser de questions. Ce silence, loin d'être vide, lui avait semblé plein. À un moment, au feu rouge près de la place Bellecour, elle avait croisé son regard dans le rétroviseur à nouveau. Il ne regardait plus son écran, il la regardait, elle. Non pas avec insistance, mais avec cette curiosité calme que les gens puissants ont lorsqu'ils rencontrent quelque chose qui ne cadre pas avec leurs habitudes. Elle gardait une posture droite, le dos contre le siège, les mouvements précis. Elle savait que chaque détail comptait. Elle avait retenu les enseignements de son père, ne jamais parler le premier, ne jamais poser de questions personnelles, toujours ouvrir la porte, toujours connaître l'itinéraire à l'avance. Elle suivait ces règles avec exactitude. Et pourtant, il y avait en elle quelque chose que ces règles ne pouvaient dissimuler. La vivacité de son regard, la détermination contenue dans ses gestes, l'intelligence qui affleurait à chaque réponse. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble en verre du 8e arrondissement, Claire descendit sans un mot pour lui ouvrir la portière. Il mit quelques secondes à sortir, le regard fixé sur elle comme s'il s'attardait volontairement. Il descendit du véhicule, mais au lieu de s'éloigner directement, il se retourna légèrement, comme s'il cherchait à combler un vide. « Vous avez l'habitude de conduire des voitures comme celle-ci » demanda-t-il finalement. Claire ne sia pas. « J'ai fait plusieurs stages en atelier mécanique. J'ai travaillé sur des moteurs plus capricieux. Et j'ai le permis depuis 5 ans. » Il eut un léger mouvement de tête. Pas tout à fait un hochement d'approbation, mais presque. Puis, contre toute attente, il ajouta « Vous avez une conduite plus sûre que bien des professionnels. Je n'ai pas touché la coudoir une seule fois. » Elle se permit un mince sourire, discret. Ce n'était pas un compliment lancé au hasard, c'était une reconnaissance. Elle hocha la tête en silence. « Votre père sera remis d'ici quand ?» Le médecin a parlé de quelques jours de repos. 1 semaine au plus. Il observa la façade de l'immeuble, puis revint à elle. « Et pendant ce temps-là, qui va le remplacer ?»« Je pensais le faire s'il n'y a pas d'objection de votre part. Je connais les trajets et je suis disponible tôt le matin. » Il sembla peser ses mots, comme un homme habitué à mesurer les conséquences de chaque décision, même la plus insignifiante. Puis il répondit d'un ton neutre « Très bien, dites à Gérard que je lui souhaite un bon rétablissement, et soyez là demain à la même heure. » Sans attendre de réponse, il se dirigea vers l'entrée de l'immeuble, laissant Claire figée un instant près de la portière ouverte. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte aussi facilement. Elle savait que ce monde-là ne pardonnait pas l'amateurisme. Et pourtant, il venait de lui offrir une chance, une vraie. En repartant, elle sentit son cœur battre plus fort. Pas de fierté exubérante, pas d'euphorie déplacée. Mais un frémissement subtil, comme une porte entr'ouverte sur un univers dont elle ne connaissait encore que l'ombre. Elle savait qu'il ne s'agissait que d'un remplacement temporaire, qu'elle n'avait pas sa place dans ce monde de costumes taillés sur mesure et de silences élégants. Mais pour une fois, elle n'était pas là par hasard. Elle avait été choisie. Et cela changeait tout. Le soir, en rentrant chez elle, elle trouva Gérard installé dans le canapé, la cheville bandée, un coussin sous le pied, le journal à moitié lu sur les genoux. « Alors, il t'a dit quelque chose ? Il a râlé ?»
Claire haussa les épaules. Il m'a dit de revenir demain. Gérard cligna des yeux, visiblement surpris. Il t'a demandé de revenir? Oui, et il m'a dit de te souhaiter un bon rétablissement. Gérard resta silencieux un instant, puis éclata de rire, un rire franc, presque incrédule. Alors là, ma fille, tu viens de vivre un petit miracle. Mais Claire ne croyait pas au miracle. Elle croyait aux gestes justes, aux efforts répétés, à la rigueur. Ce que certains appelaient hasard, elle le voyait comme la conséquence logique de tout ce qu'elle avait appris à maîtriser. Le lendemain, elle serait de retour au héliport. Non plus comme une remplaçante improvisée, mais comme celle à qui on avait confié, même provisoirement, une fonction de confiance. Et derrière les vitres teintées de cette voiture de luxe, une histoire venait peut-être de commencer. Une histoire qui ne devait rien au hasard. Le deuxième jour commença dans le même silence précis que le premier. Claire, ponctuelle, vêtue à nouveau de l'uniforme sombre de son père, légèrement ajusté par des épingles discrètes, se posta au héliport comme la veille. La lumière matinale filtrait à travers les immeubles encore endormis de la périphérie de Lyon, et le vent emportait les dernières feuilles des platanes. Tout était parfaitement en place, sauf elle. Elle ne se sentait plus tout à fait étrangère, mais elle savait que ce rôle n'était pas censé être le sien. La voiture brillait de propreté. L'intérieur sentait la cire fraîche et les documents de bord étaient rangés selon les habitudes méticuleuses de Gérard. Elle avait suivi chaque instruction à la lettre, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus uniquement un remplacement. Elle savait, au fond, qu'une ligne invisible venait d'être franchie, et ce sentiment ne la quittait pas. Lorsque l'hélicoptère se posa, la silhouette de Théodore Morel en émergea avec la même assurance tranquille que la veille. Il portait un manteau long en cachemire anthracite, une écharpe nouée sans excès, et des gants en cuir noir qu'il retira en marchant vers le véhicule. Claire, déjà sortie, ouvrit la portière arrière avec la même rigueur. Il entra sans dire un mot, mais cette fois, avant qu'elle ne referme la portière, sa voix s'éleva, calme et directe. « Aujourd'hui, j'aurai besoin de faire un détour par les bureaux du groupe Avez. » Claire hocha la tête sans commenter et se dirigea vers le poste de conduite. Elle ajusta légèrement le GPS, démarra, puis s'engagea dans le flot de circulation du matin. Théodore semblait plongé dans ses messages, comme à son habitude. Mais au bout de quelques minutes, il reposa son téléphone et observa le trajet. « Vous connaissez la route sans le GPS ?»« Oui, monsieur. Mon premier emploi était dans une entreprise de pièces industrielles à Vèze. Je faisais les trajets tous les jours. » Il fit un léger mouvement de tête, satisfait. Un silence confortable s'installa. Puis, à l'approche du tunnel, il reprit la parole. « Ce n'est pas courant ce que vous faites. Étudiez l'ingénierie mécanique et remplacez votre père comme chauffeur. » Claire jeta un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Elle hésita une seconde, puis répondit « La mécanique n'est pas si différente, qu'il s'agisse d'un moteur ou d'un emploi. Il faut que tout fonctionne ensemble. » Théodore la regarda longuement, mais sans insistance. Il semblait peser chacun de ses mots avant de parler, comme s'il observait une expérience en cours. « Je vous ai observé hier. Vous êtes attentive aux détails. Votre conduite est fluide. Mais ce n'est pas tout. Vous ne cherchez pas à me plaire. » Claire resta silencieuse. Ce n'était ni un reproche, ni un compliment. Juste une constatation. Elle savait que ce genre d'homme lisait les gens comme des bilans comptables. À leur arrivée à Vèze, il descendit pour une réunion rapide. Claire resta dans la voiture, relisant ses notes de cours sur les systèmes thermodynamiques. Une demi-heure plus tard, il revint. Lorsqu'il s'installa de nouveau à l'arrière, il ne sortit pas son téléphone immédiatement. Il fixa un point imaginaire devant lui, pensif. « Votre père a toujours été ponctuel, discret, efficace. Mais depuis 2 jours, je remarque une qualité que je ne peux pas négliger. La fiabilité. » Claire tourna légèrement la tête, intriguée. « Je vous propose quelque chose, » poursuivit-il. « Mon emploi du temps s'intensifie dans les semaines à venir. Des déplacements, des rendez-vous, parfois des imprévus. Je souhaite que vous restiez en poste le temps de sa convalescence, et peut-être un peu au-delà si vous le souhaitez. » Elle sentit un frisson lui parcourir la nuque. Elle n'avait pas prévu cela, pas même envisagé cette possibilité. Mais elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. Les factures, le prêt universitaire, les économies limitées, et surtout, une étrange envie de ne pas encore fermer cette porte entr'ouverte. « Très bien, monsieur, j'accepte. » Il acquiesça, simplement. Aucun enthousiasme visible, aucun sourire de satisfaction, juste une nouvelle donnée dans son organisation. Mais Claire, elle,
sentit un changement subtil. Ce poste provisoire prenait soudain une forme inattendue. Il n'était plus question de seulement conduire. Il y avait autre chose. Un regard, une attention, une énergie nouvelle. Les jours suivants confirmèrent cette intuition. Chaque matin, elle était là, prête avant l'heure. Elle maîtrisait les itinéraires, les pauses, les variations de circulation. Mais surtout, elle observait, elle écoutait, elle apprenait. Théodore, de son côté, ne changea presque rien à son comportement. Toujours silencieux, toujours concentré. Mais il commença à poser de petites questions. Sur ses études, sur ses stages, sur la mécanique. Elle répondit toujours avec précision, sans digression, sans chercher à impressionner. Un matin, alors qu'il roulait vers un rendez-vous à Villeurbanne, il posa une question inattendue. Pourquoi l'ingénierie mécanique? Claire prit quelques secondes avant de répondre. Parce que c'est concret, mesurable, et parce que j'aime comprendre ce que les gens ne voient pas. Ce qu'il y a sous le capot, derrière la façade. Il se tut, mais elle sentit qu'il écoutait. Il écoutait vraiment. Ce jour-là, ils firent un détour par un chantier de construction supervisé par l'une des filiales du groupe Morel. Claire attendit dans la voiture, comme toujours, mais lorsqu'il revint, il tenait à la main 2 cafés à emporter. Il entendit un vers elle, sans commentaire. Elle le prit, surprise, et le remercia simplement. Le lendemain, il la prévint qu'il participerait à une réception en soirée. Il précisa qu'il ne voulait pas changer de chauffeur pour cette occasion, malgré les usages. Elle devrait l'emmener jusqu'au lieu de l'événement et rester disponible sur place. Claire hocha la tête. Elle ne savait pas encore que cette soirée marquerait un autre tournant. Mais elle sentit, dans la manière dont il l'avait regardée ce matin-là, que les choses prenaient une tournure plus complexe. Et ainsi, au fil des jours, elle devint plus qu'une simple remplaçante. Elle devint un élément stable dans l'univers organisé et exigeant de Théodore Morel. Et si elle ne comprenait pas encore pourquoi cet homme, réputé distant et inaccessible, semblait la regarder comme on examine un mécanisme encore inconnu, elle sentait que quelque chose se construisait, pièce après pièce. La limousine noire glissa sous la lumière tamisée de l'entrée du château rénové, où se tenait la réception annuelle de bienfaisance du groupe Morel. Claire dut s'imprégner rapidement du décor. Grand escalier en marbre, lustres étincelants, table dressée avec précision, invités parés de tenues élégantes. Elle garait la voiture dans un emplacement réservé aux véhicules de prestige, puis resta à proximité, en retrait, vêtue de l'uniforme sombre de chauffeur, prête à repartir dès que M. Morel le souhaiterait. Lorsque celui-ci sortit du véhicule, cravate bien ajustée, sourire poli pour accueillir les quelques photographes, Claire observa chacun de ses gestes. Il salua quelques convives, échangea des poignées de main, entra dans la salle de réception. Elle s'effaça un instant, se demandant ce qu'on attendait d'elle lors d'un tel événement. Le rôle qu'on lui avait demandé semblait désormais plus vaste que simplement conduire. Elle fut guidée vers une place d'attente, dans un salon annexe, où son spectateur devenait passif. Attendre son employeur, être présente sans être vue. Elle prit place sur un divan discret, surveillant l'entrée principale, observant les arrivants avec attention. La soirée débuta. Le murmure des conversations mêlées au tintement de verre remplissait l'air. Des personnalités politiques, des mécènes, quelques artistes apparaissaient dans les allées. Claire sentit immédiatement la fragilité de sa position. Elle n'appartenait pas à ce monde. Peu s'en apercevaient, mais elle se rendait compte de chaque hochement de tête, de chaque sourire tenté. Elle avait appris la retenue dans son milieu d'origine, et à cet instant, elle sut que c'était son atout. Un serveur vint lui proposer un verre. Elle secoua la tête poliment. Alors qu'elle se levait pour s'éloigner un peu, une voix claire et parfaitement articulée s'éleva. « Belle soirée, n'est-ce pas ?» disait la voix. Claire se retourna et fit face à une femme vêtue d'une robe en soie colorée, coiffure satinée, et regard légèrement méprisant. Elle semblait mesurer chaque convive. « Vous conduisez Monsieur Morel, n'est-ce pas? Vous êtes ?» La femme prononça ces mots comme une invitation à l'erreur. Claire prit une respiration courte. « Claire Dufour. Je remplace actuellement son chauffeur en l'attente du retour de Monsieur Dufour. » La femme, socialite réputée pour ses remarques acerbes, esquissa un sourire fin. « Je vois. Et vous étudiez l'ingénierie mécanique? Cela ne doit pas être très commun parmi vos collègues. » Le ton était doux mais chargé. Claire sentit une bouffée de colère contenue, un mélange d'irritation et de défi. Elle garda le visage impassible.
« Non, madame, mais je crois que la compétence n'a pas de tenue imposée. » Un silence suivit. La socialite ne s'attendait visiblement pas à cette réponse. Un regard glissa jusqu'à Théodore, remarquant le moment. Elle haussa un sourcil et s'éloigna, laissant Claire seule un instant, tandis que les autres invités détournaient leur attention. Théodore surgit à ce moment, ses traits figés dans une expression neutre, puis il s'installa à côté d'elle. Il ne se présenta pas, elle ne le salua pas. Le simple fait de sentir sa présence à côté d'elle suffit à faire vibrer son équilibre fragile. Il regarda la salle avec mélange de curiosité et de contrôle. Les dialogues s'organisaient autour de tables serties, des toasts portés, des générosités annoncées. Un serveur apporta des amuse-bouches qu'il lui désigna d'un geste discret. Elle prit un petit morceau, savourant la texture légère tout en gardant ses yeux sur lui. Il reprit la parole d'une voix basse. « Vous avez géré la situation très bien. » Elle le regarda, surprise. « Quelle situation ?» demanda-t-elle calmement. « La scène. » Il inclina légèrement la tête. « Vous n'avez pas fui le regard. Vous avez répondu. Vous êtes resté vous-même. Peu de gens dans ce monde peuvent faire cela sans trembler. » Elle ne sut que répondre. Alors elle hocha la tête. Le reste de la soirée se déroula autrement. Elle resta silencieuse mais ouverte. Il lui présenta quelques convives comme « ma collaboratrice », ce qui provoqua quelques murmures. Elle sentit les regards glisser, certains étonnés, d'autres intrigués. Elle se rongeait légèrement les lèvres, consciente que tout pouvait vaciller si elle trébuchait. Elle ne voulait pas faillir, pas maintenant. Plus tard, en attendant la fin de l'événement, ils regagnèrent la voiture. Il ouvrit la portière pour elle, puis monta à l'arrière comme d'habitude. Le retour à Lyon se fit dans un calme ponctué par les phares des voitures, le léger bruit de la circulation et parfois des pas rapides de piétons croisés à travers les vitres. Théodore ne parla pas. Il sortit son téléphone au moment d'arriver au garage privé, regarda l'heure, puis reposa l'appareil. « Merci », dit-il simplement, sans expression. « Je vous ramènerai demain matin à nouveau. Même heure. » Elle ne répondit rien, mais dans son esprit, elle savait que ce dîner avait tout changé. Ce n'était plus une simple course. Elle n'était plus simplement la fille du chauffeur. Elle était dans son univers. Elle regardait à travers ses vitres, elle prenait part silencieusement à ce qui jusqu'alors lui avait paru inaccessible. Et si elle ne pouvait encore nommer ce qu'elle ressentait, elle savait que cette situation était fragile. Chaque geste importait. En rentrant chez elle tard, elle repensa à la socialite, à la manière dont elle avait dressé la question comme une attaque. Elle repensa à Théodore, à son regard, à sa remarque. Elle repensa surtout à elle-même, à cette posture nouvelle, presque naturelle. Et il lui sembla que pour la première fois, elle avait franchi la frontière de son ancien monde. Le monde d'un garage, d'un apprentissage, d'un avenir qu'elle avait construit patiemment. Le monde d'un milliardaire, de conventions, d'élite. Elle ne savait pas encore où ce mélange l'amènerait, mais elle comprenait que rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Depuis le dîner de bienfaisance, les choses n'étaient plus tout à fait les mêmes. Théodore, pourtant réputé pour son impassibilité, avait modifié de façon subtile sa façon d'interagir avec Claire. Il parlait un peu plus souvent, posait des questions avec un intérêt réel, et parfois même laissait entrevoir un éclat d'humour discret. Mais au-delà des apparences, quelque chose de plus profond s'installait entre eux, une reconnaissance implicite, une sorte de respect mutuel qui dépassait les rôles de chauffeur et de passager. Claire, de son côté, poursuivait son rôle avec professionnalisme, mais elle sentait qu'elle avançait dans un territoire flou, entre prudence et curiosité. Elle ne cherchait pas à séduire ni à provoquer. Elle observait, elle écoutait, et elle commençait à comprendre. C'est dans cette période de relative stabilité qu'elle entendit parler pour la première fois du passé sentimental de Théodore. L'information ne vint pas de lui, bien entendu. C'était dans un échange furtif, au garage, entre deux employés techniques de la société Morel. Des paroles chuchotées, presque comme un secret trop souvent raconté pour encore surprendre. L'un d'eux avait vu Camille Laurent, l'ancienne compagne de Théodore, à une réunion privée dans les locaux de Paris. L'autre avait répondu qu'il espérait que ça ne se reproduirait pas. Elle a tout gâché, cette fille. Depuis elle, il ne fait plus confiance à personne. Claire, qui passait à proximité sans se faire remarquer, enregistra chaque mot. Elle ne réagit pas immédiatement, mais les paroles continuèrent de tourner dans son esprit.
Qui était Camille Laurent? Pourquoi son nom semblait-il associé à une blessure que même le silence ne parvenait pas à masquer? Quelques jours plus tard, alors qu'elle attendait Théodore devant une salle de conférence où il assistait à un colloque d'économie, elle croisa la secrétaire particulière du département fiscal de l'entreprise, une femme d'une cinquantaine d'années au ton toujours sec. Celle-ci, en voyant Claire, se permit une remarque à peine voilée. « Vous êtes la nouvelle protégée, c'est ça? Méfiez-vous, mademoiselle. Les précédentes ont appris à leurs dépens qu'il ne faut pas confondre l'intérêt professionnel avec autre chose. » Claire ne répondit pas, mais l'irritation l'envahit. Elle avait toujours été vigilante. Elle ne cherchait aucune faveur. Elle faisait son travail. Mais elle sentait que dans ce monde d'apparence et de hiérarchie tacite, la moindre proximité pouvait être interprétée. Elle n'avait jamais demandé cette position. Elle l'avait acceptée pour aider son père, puis parce qu'on la lui avait proposée. Mais elle savait maintenant qu'elle marchait sur une ligne fine. Ce fut lors d'un trajet en fin de journée que Claire décida de poser une question. Théodore était assis à l'arrière, visiblement épuisé après une série de rendez-vous. Il roulait en direction de son appartement parisien dans un quartier discret et sécurisé. Le silence était pesant mais non hostile. Elle choisit ses mots avec soin. « Monsieur Morel, puis-je vous poser une question personnelle ?» Il leva les yeux, intrigué. « Allez-y. » Elle hésita un instant. « Vous semblez distant avec les gens, même ceux qui travaillent avec vous depuis longtemps. Est-ce une habitude ou le résultat d'une expérience passée ?» Il ne répondit pas tout de suite. Elle crut même avoir été trop loin. Mais au lieu de se refermer, il regarda par la vitre un moment, puis répondit d'une voix calme. « Dans mon métier, la confiance est une monnaie rare. J'ai fait une erreur une fois. J'ai laissé une personne entrer trop profondément dans ma vie privée et professionnelle. Elle a utilisé cette position pour influencer des décisions, pour manipuler. Et quand tout s'est effondré, j'ai dû reconstruire, plus lentement, plus froidement. » Claire ne demanda pas de nom. Elle n'en avait pas besoin. Le ton de sa voix suffisait. Ce n'était pas une confession, juste une réponse honnête. Et elle comprit que ce passé pesait encore sur lui, comme un poids qu'il ne voulait plus porter à deux. Les jours suivants, elle nota que Théodore semblait un peu plus fermé. Peut-être regrettait-il d'avoir parlé, peut-être se méfiait-il à nouveau. Elle n'en montra rien. Elle resta professionnelle, ponctuelle, concentrée. Mais elle ne pouvait ignorer l'évidence. Quelque chose en lui avait été profondément ébranlé par cette ancienne relation. Et même s'il ne le montrait pas aux autres, il ne parvenait pas à l'occulter entièrement. Elle remarqua aussi que certains employés semblaient l'observer davantage. On la saluait avec une politesse distante. Les conversations se taisaient parfois à son approche. Elle comprit que sa présence ne passait plus inaperçue. On spéculait, on murmurait. Et elle savait que, dans ce monde-là, une simple rumeur pouvait suffire à tout détruire. Pourtant, elle ne recula pas. Elle se concentra sur ses études, continua de lire ses manuels dans la voiture entre deux rendez-vous, révisait ses projets la nuit. Elle refusait de se laisser définir par des regards ou des insinuations. Mais intérieurement, elle s'interrogeait de plus en plus. Pourquoi lui permettait-il de rester? Pourquoi l'avait-il choisi pour cette fonction de confiance? Était-ce uniquement son efficacité ou voyait-il en elle autre chose? Elle savait qu'il restait prudent. Mais elle sentait aussi que, malgré lui, il commençait à la considérer comme une présence familière, presque nécessaire. Et cette réalité, plus encore que les ragots ou les tensions internes, était ce qui la troublait le plus. Parce qu'elle, malgré sa rigueur, sa détermination et son sang-froid, ne pouvait plus nier qu'il lui arrivait de penser à lui au-delà du strict cadre professionnel. Le retour de Camille Laurent dans l'environnement professionnel et social de Théodore ne fut pas annoncé ni médiatisé. Il se fit comme tout ce qu'elle savait manœuvrer. Par étapes feutrées, présence dosée, regard pesé. Claire apprit son existence autrement que par les murmures. Elle la vit. C'était un jeudi dans le hall de l'immeuble Morel, peu avant midi. Claire attendait Théodore à la sortie d'un comité de direction lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvrit et que Camille en descendit. Silhouette impeccable, robe ajustée, démarche assurée, elle marchait comme si chaque carrelage lui appartenait. À son bras, un attaché-casse de cuir verni et dans ses yeux, cette assurance innée de ceux qui ne demandent pas leur place, mais la prennent. Elle ne regarda pas Claire au premier passage. Elle se contenta de traverser, salua 2 cadres au passage, puis s'éclipsa. Claire, figée, observa la scène. Quelque chose dans cette femme projetait une force
qui ne cherchait pas à être aimable. Ce ne fut que le lendemain qu'elle la recroisa, cette fois dans un cadre social, un vernissage soutenu par le groupe Morel, dans une galerie du 6e arrondissement où Claire devait accompagner Théodore. Elle n'était pas censée entrer dans la salle d'exposition, mais comme souvent elle restait à proximité, attentive à ses allées et venues. Lorsqu'elle entra brièvement dans l'espace réservé pour lui signaler une modification d'itinéraire, elle croisa à nouveau Camille. Cette dernière était en train de converser avec un collectionneur, un verre à la main, le sourire maîtrisé. Lorsqu'elle aperçut Claire, elle suspendit sa phrase, la détailla de haut en bas, puis reprit la conversation comme si de rien n'était. Ce même soir, dans la voiture, Théodore semblait absorbé. Il regardait les rues défiler sans vraiment les voir. Claire respecta son silence, mais une tension nouvelle s'était installée. Quelque chose avait changé dans son regard, dans la crispation de ses mains, dans la façon dont il se tenait. Lorsqu'elle s'arrêta à un feu rouge, elle se permit une question prudente. « Tout va bien, monsieur ?» Il mit quelques secondes avant de répondre. Elle est revenue. Claire comprit immédiatement de qui il s'agissait, mais elle n'ajouta rien. Il ne cherchait pas un dialogue, simplement une reconnaissance du fait. Lorsqu'il descendit du véhicule ce soir-là, il ne dit pas un mot de plus. La semaine suivante, Camille fut vue à 2 autres événements liés au groupe. À chaque fois, elle échangeait avec les mêmes interlocuteurs, ceux qui, autrefois, l'avaient connue comme la compagne de Théodore. Elle s'imposait doucement, subtilement, mais avec une précision chirurgicale. Et à chaque apparition, Claire sentait l'atmosphère se charger d'une tension silencieuse. Théodore ne disait rien, mais elle notait les gestes devenus rares, les silences plus lourds, les regards plus fuyants. Elle avait appris à observer ces détails, à comprendre l'invisible. Puis, un soir, tout changea. Claire attendait dans la voiture après une réunion tardive, lorsque Camille frappa à la vitre côté conducteur. Elle abaissa la fenêtre, surprise. « Mademoiselle Dufour, n'est-ce pas ?» dit Camille avec un sourire fin. « Je suis ravie de mettre un visage sur un nom. » Claire ne répondit rien tout de suite. Camille poursuivit. « Il parle de vous, vous savez. Pas souvent, mais avec une certaine constance. Je suppose que vous êtes efficace. » Le ton était poli, mais chaque mot semblait lissé pour mieux trancher. « J'essaie de faire mon travail, madame. » Camille pencha la tête, amusée. « Il vous aime bien. Vous devriez faire attention. Les hommes puissants se lassent vite des distractions. » Et sans attendre de réponse, elle s'éloigna. Claire resta là, figée, les mains sur le volant. Elle savait désormais que Camille ne cherchait pas seulement à revenir dans la vie de Théodore. Elle voulait reprendre ce qu'elle considérait comme lui appartenant. Et Claire, qu'elle le veuille ou non, était perçue comme un obstacle. Dans les jours qui suivirent, Camille intensifia sa présence. Elle apparaissait lors de déjeuners d'affaires, s'asseyait à des tables proches, saluait Théodore d'un ton sucré, lançait des regards appuyés. Une fois, elle le toucha brièvement au bras dans un geste presque innocent, mais chargé d'un message clair. Claire observait, toujours à distance, toujours silencieuse. Elle ne voulait pas tomber dans le piège des réactions impulsives, mais elle comprenait que la bataille ne se jouerait pas avec des mots. Elle se jouait dans les regards, dans les choix quotidiens, dans la place que Théodore lui laisserait ou non. Un matin, alors qu'elle déposait Théodore devant un de ses immeubles, il se retourna avant de sortir. Camille va probablement continuer à apparaître. Elle cherche quelque chose. Pas moi. Claire hocha la tête, sans répondre. Je préfère que vous restiez. Je vous fais confiance. Ces mots, simples, eurent un effet étrange. Il la rassurait, certes, mais il l'engageait aussi. Car à partir de cet instant, elle comprit qu'elle ne pouvait plus seulement être spectatrice. Elle était désormais un point de gravité dans la vie de Théodore. Et ce rôle, elle le ressentait de plus en plus comme une responsabilité fragile, qu'un mot mal dit ou un geste mal interprété pourrait faire s'écrouler. Camille, elle, ne ralentissait pas. Elle multipliait les apparitions, glissait des phrases ambiguës dans les couloirs, provoquait des conversations à double sens. Lors d'une réception à Marseille, elle arriva bras dessus, bras dessous, avec un industriel proche de Théodore, puis s'arrangea pour s'asseoir à côté de lui. Claire, présente à distance comme toujours, vit le manège avec une lucidité douloureuse. Elle savait qu'une confrontation n'était qu'une question de temps, mais elle ne changerait pas. Elle ne jouerait pas à ces jeux-là. Elle resterait droite, fidèle à ses principes, concentrée sur ce qu'elle savait faire. Parce que malgré les attaques, les doutes,
les regards pesants. Elle n'avait jamais cherché à être là. C'était sa compétence, sa rigueur, sa façon d'être qui l'y avait démenée. Et si cela ne suffisait pas, alors elle ne voulait pas de cette place. Mais au fond d'elle, elle espérait que Théodore, lui, savait faire la différence. La matinée s'annonçait grise et froide, marquée par une légère bruine qui recouvrait les vitres de la voiture noire de gouttelettes régulières. Claire, installée au volant, avait reçu un message de Théodore plus tôt que d'habitude. Il avait modifié l'agenda du jour. Au lieu de rester dans les bureaux de Lyon, il devait se rendre à Montbrison, une petite ville située à une centaine de kilomètres, où un fournisseur régional de pièces mécaniques menaçait de rompre un contrat important avec le groupe Morel. La situation semblait tendue, et bien qu'aucun détail précis ne lui ait été donné, Claire comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple rendez-vous commercial. Ce déplacement avait une urgence inhabituelle. Théodore monta dans la voiture sans mot dire, le visage fermé, le regard plongé dans ses pensées. Il portait un manteau foncé et une chemise pâle qui trahissait une nuit sans beaucoup de sommeil. Claire démarra doucement, prenant la direction de l'autoroute. Le trajet se fit dans un silence pesant. Elle n'osa pas poser de questions. Ce n'était pas son rôle, mais elle observait. Le froncement de ses sourcils, la manière dont il vérifiait son téléphone sans réellement y lire quoi que ce soit, le mouvement rapide de ses doigts sur le rebord de la coudoir, tout indiquait une tension inhabituelle. À mi-chemin, alors qu'il traversait une zone boisée, Claire se permit une remarque. « Vous avez dit que ce fournisseur est stratégique. Qu'est-ce qui le rend si crucial ?» Il tourna lentement les yeux vers elle, comme surpris qu'elle s'autorise une question aussi directe, mais il ne sembla pas contrarié. Au contraire, il répondit sans détour. « Il fournit les composants d'un projet que nous développons depuis plus d'1 an. Une ligne de moteur industriel à faibles émissions. Si nous perdons cette pièce, nous devrons tout recommencer avec un autre partenaire, ce qui signifie des mois de retard et des millions d'euros perdus. » Claire hocha lentement la tête, assimilant les informations. « Et ils menacent de rompre l'accord ? » ?»« Oui, ils estiment que les conditions de livraison ne leur sont plus favorables. Ils veulent renégocier. » La voiture poursuivit sa route. Lorsqu'ils arrivèrent à Montbrison, le ciel était toujours bas, les rues tranquilles. L'usine se trouvait en périphérie, un bâtiment sans charme mais impeccablement entretenu. À l'entrée, 2 représentants attendaient déjà. Théodore descendit, le visage fermé. Claire resta dans la voiture, comme toujours, mais cette fois, quelque chose la poussait à écouter, à suivre l'évolution de la situation. Elle sortit de la voiture quelques minutes plus tard et marcha doucement vers un des halls vitrés qui surplombaient la salle de réunion, sans entrer, mais assez proche pour percevoir les voix. Elle entendit le ton monter à l'intérieur. Les représentants de l'usine exprimaient leurs griefs avec force. L'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années, accusait le groupe Morel de ne pas respecter les délais de paiement et de sous-estimer les contraintes logistiques des petits producteurs. Théodore, calme mais ferme, répondait point par point, essayant de désamorcer le conflit sans céder sur les points essentiels. Mais rien n'y faisait. L'échange était tendu, presque bloqué. Claire, sans vraiment réfléchir, sortit son carnet. Elle y griffonna quelques lignes, repensant à un de ses cours sur la chaîne logistique et l'optimisation des délais. Elle relut ce qu'elle venait d'écrire, fit quelques calculs rapides, puis se dirigea vers l'entrée, prit une grande inspiration et demanda à parler à Théodore. Un des assistants, surpris, refusa d'abord, mais lorsqu'elle insista, prétextant une information technique urgente, il alla la chercher. Théodore sortit, les sourcils froncés. « Qu'y a-t-il » Elle tendit le carnet. « Je sais que je n'ai rien à faire là-dedans, mais si vous permettez, en lisant ce que j'ai entendu, il me semble que le problème est moins dans le prix que dans la répartition des délais. Si vous proposez une modification de calendrier avec une livraison échelonnée et un acompte révisé dès le 1er trimestre, vous pouvez peut-être les garder à bord sans toucher au contrat principal. » Théodore lut les lignes rapidement, puis la regarda longuement, sans un mot. Il ne dit ni oui, ni non. Qu'il retourna simplement dans la salle de réunion avec le carnet à la main. Claire resta à l'extérieur, le cœur battant, incertaine de ce qu'elle venait de faire. Elle n'avait pas seulement transgressé une frontière professionnelle. Elle venait de proposer une solution stratégique à l'un des dirigeants les plus influents du pays, sans y avoir été invitée. Une demi-heure plus tard, il ressortit, le visage détendu. Il ne souriait pas, mais son regard était différent. L'accord est préservé.
Nous allons procéder selon votre suggestion. » Claire resta sans voix. « Vous avez une bonne intuition. Vous comprenez la logique des systèmes. Je n'oublierai pas cela. » Sur le trajet du retour, le silence ne fut plus pesant. Il était léger, presque complice. Théodore se permit même de lui demander comment elle avait appris à faire ce genre d'analyse. « Ce n'est pas très différent de ce que j'apprends en cours. Tout repose sur l'anticipation des failles. Vous avez vu une faille, et vous l'avez comblée. Peu de gens osent faire ça. » Elle répondit simplement « J'ai préféré risquer un faux pas que rester à l'arrière pendant que tout s'effondrait. » Théodore acquiesça, et pour la première fois depuis longtemps, elle vit un véritable sourire sur son visage. Ce soir-là, lorsqu'elle rentra chez elle, Gérard l'attendait, installé dans le fauteuil, la jambe surélevée. Il lui demanda comment s'était passé le déplacement. Claire ne raconta pas tout. Elle se contenta de dire qu'elle avait proposé une idée et que cela avait aidé. Mais intérieurement, elle savait qu'elle venait de franchir une nouvelle étape. Elle n'était plus seulement la conductrice. Elle devenait une interlocutrice, un repère. Et si Camille représentait le passé de Théodore, Claire commençait lentement à incarner une forme de futur possible. Le matin s'annonçait comme les autres. Claire avait préparé le véhicule, vérifié les itinéraires sur l'agenda partagé de Théodore, nettoyé l'intérieur de la voiture avec rigueur, comme elle le faisait chaque jour. Rien, dans l'air ni dans l'ordre du jour, ne laissait présager le moindre bouleversement. Il y avait 2 réunions prévues, l'une à 10 heures avec les responsables du département innovation, l'autre à midi avec un investisseur venu de Berlin. Claire avait déjà repéré les adresses, prévu les temps de trajet en tenant compte des conditions de circulation. Tout était prêt. Théodore monta dans la voiture à 7h45, comme d'habitude. Il portait un manteau sombre, les traits légèrement tirés, mais rien qui dénotait une tension particulière. Il consulta son téléphone sans mot dire, puis lui annonça qu'il ferait un arrêt rapide pour récupérer un dossier oublié chez son avocat, ce qui n'était pas dans le planning. Claire modifia discrètement l'itinéraire, toujours sans poser de questions. Le silence entre eux était confortable désormais. Il n'y avait plus besoin de justification, seulement de précision. À 9h45, ils arrivaient devant le bâtiment de la première réunion. Théodore descendit rapidement, sans même jeter un œil à l'écran de son téléphone, ce qui était inhabituel. Claire gara la voiture à l'écart et relut les événements à venir. C'est à ce moment-là qu'elle remarqua l'alerte. Un rappel pour un rendez-vous à la même heure dans un autre lieu, avec un intitulé différent. Paniquée, elle ouvrit l'agenda complet. Les horaires étaient décalés, comme si 2 versions coexistaient. L'une indiquait le rendez-vous à 10h, l'autre à 11h30. Elle tenta d'appeler Théodore, mais il ne répondit pas. Elle lui envoya un message pour l'avertir de l'erreur potentielle. Puis, en rafraîchissant l'application, elle constata que les événements du jour avaient été modifiés la veille au soir. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Elle se souvenait parfaitement avoir vérifié l'agenda dans sa forme originale. Quelque chose n'allait pas. Vers 11h20, Théodore ressortit du bâtiment. Il était visiblement agacé. Sans attendre, il monta dans la voiture. Le rendez-vous avec Zimmermann était à 10h. Il est reparti pour l'aéroport. Claire sentit son estomac se nouer. J'ai vu 2 versions différentes dans l'agenda. L'une indiquait 10h, l'autre plus tard. Je ne comprends pas. Il ne répondit pas. Il regardait son téléphone, les mâchoires serrées. Elle savait que cet investisseur était stratégique. La perte de cette réunion pouvait compromettre plusieurs projets en cours. Le silence dans la voiture était devenu glacial. À midi, il descendit sans un mot, sans même la regarder. Claire resta seule dans la voiture pendant plus d'1 heure. Elle revérifia tous les fichiers, toutes les synchronisations, puis elle remarqua un détail. L'origine de la dernière modification ne venait pas de son appareil. Elle repéra l'empreinte numérique liée à l'utilisateur, différente de la sienne et de celle de Théodore. Quelqu'un avait accédé au système, modifié les horaires, puis refermé l'agenda. Mais pour qui et pourquoi? Lorsqu'il revint, il était toujours aussi tendu. Il monta à l'arrière, referma la portière sans un mot. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé ce matin », dit-elle doucement. Il tourna lentement la tête vers elle. Ce n'est pas juste une erreur, c'était un rendez-vous clé. Et ce genre de choses n'arrive jamais. Claire se tut. Elle savait qu'il avait raison. Elle savait aussi que c'était injuste. Elle n'avait pas commis d'erreur, mais elle n'avait pas non plus la preuve formelle qu'elle était innocente. Et face à un homme aussi rigoureux que lui,
L'approximation était inacceptable. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle prit une décision. Elle entra dans le salon où son père lisait le journal. « Papa, je vais arrêter. » Gérard leva les yeux, surpris. « Pourquoi ? » « Parce que je viens de perdre sa confiance. Et parce que je ne peux pas le laisser penser que c'est toi qui as transmis une mauvaise habitude ou un défaut de rigueur. » Gérard referma lentement le journal. Il ne répondit pas immédiatement. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» Elle hocha la tête. « C'est ce qu'il faut faire. » Le lendemain matin, elle ne se rendit pas aux pointes habituelles. Elle envoya un message simple à Théodore expliquant qu'elle préférait ne pas continuer afin de préserver la relation professionnelle entre lui et Gérard et qu'elle assumait toute la responsabilité de l'incident. Elle passa la journée à tourner en rond dans son appartement, incapable de se concentrer sur ses révisions. Elle ne pensait pas à la voiture, ni au trajet, ni au rendez-vous. Elle pensait à ce qu'elle venait de perdre, non pas un emploi temporaire, quelque chose de plus profond. La sensation d'avoir été reconnue, vue. Pendant la soirée, elle reçut un message bref de Théodore. « Merci pour le temps passé. Bonne chance pour vos études. » Elle lut ces mots plusieurs fois. Ils étaient polis, distants, mais pas hostiles. Elle savait qu'il ne la croyait pas coupable, pas entièrement. Mais il était trop prudent pour laisser place au doute. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que cette histoire n'en resterait pas là, que ce qu'elle avait perçu comme une défaite n'était en réalité qu'une pause dans un mouvement plus large, et que les véritables responsables de cette altération du calendrier ne s'étaient pas encore montrés. Le silence entre Claire et Théodore avait pris une teinte nouvelle, plus lourde que précédemment, mais étrangement porteur d'une tension à demi révélatrice. Depuis l'incident de l'agenda, la routine était rompue, non pas tant dans les tâches quotidiennes que dans l'atmosphère. Les trajets demeuraient minutieusement préparés. Les commentaires de Théodore restaient rares. Mais chaque fois qu'il passait en voiture, la lumière de l'autoroute ou le reflet de la vitre lui renvoyait un regard différent, comme s'il cherchait à travers elle un indice qu'il n'avait pas encore formulé. Et, à mesure que les jours avançaient, il commença à relier des éléments que jusqu'alors il avait ignorés ou négligés. Tout débuta par une simple observation dans le hall du siège du groupe Morel. Une assistante âgée, chargée jadis de la logistique du chauffeur principal, se permit un commentaire à voix basse en voyant Claire. « Vous travaillez auprès de Monsieur Morel depuis peu, n'est-ce pas? Vous êtes très disponible. » Ces mots ne concernaient que la présence, l'efficacité. Mais pour Théodore, ils prirent tout à coup une autre signification. Il se souvenait des premières journées, la ponctualité, l'absence de questions, la sérénité apparente. Il se remémora aussi la suggestion qu'elle avait faite aux fournisseurs et les regards que les employés lui lançaient à son arrivée ou à son départ. Il comprit alors qu'il n'avait pas seulement recruté un remplaçant. Il avait accepté, sans formuler la chose, une personne capable d'un autre niveau. La confirmation vint ce matin-là lorsqu'il reçut un dossier classé « confidentiel ». En feuilletant les pages, il trouva une annotation manuscrite en marge. « Vérifier chaîne logistique, proposer optimisation. » Signé « C. Dufour ». Il fronça les sourcils. Un employé avait glissé la note dans le classeur avant la réunion. Théodore posa le dossier et pensa à la fois à l'interruption de l'autre jour, à cette proposition qui avait fait mouche, et aux rumeurs circulant au sujet de l'altercation de l'agenda. Un poignant sentiment naquit. Il avait peut-être sous-estimé la nature de cette jeune femme. Après la réunion, il nota que plusieurs de ses cadres s'étaient approchés de lui, visage sérieux, l'un lui indiquant qu'il devait revoir les accès au système interne, un autre mentionnant des failles récentes attribuées à des manipulations de calendrier. Il se demanda s'il ne s'agissait pas d'un élément pertinent dans cette affaire. Il retourna mentalement à l'incident, rappelant la trace numérique inconnue, l'erreur de timing et l'apparition de Camille Laurent. Il y avait plusieurs pièces sur l'échiquier, mais jusqu'à présent, il avait traité l'affaire comme un couac ponctuel. Ce jour-là, il décida de creuser. Le trajet du retour offrit à Claire une conduite calme mais consciente. Elle sentit la voiture pencher légèrement en sortie d'un rond-point mal signalé, corrigea, évita un excès de freinage. Elle ne savait pas encore qu'il l'observait sous un angle nouveau. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'immeuble familial de Claire à Lyon, il n'éteignit pas immédiatement le moteur. Il tourna la tête vers elle. « Claire, dit-il, sans détour, pouvez-vous rester 15 minutes après demain la course habituelle ?» Elle hocha la tête, surprise. « Bien sûr, monsieur. » Il ferma les yeux un instant.
J'aimerais que vous m'aidiez à revoir dans votre esprit le déroulement de l'erreur du calendrier. Juste ce que vous avez vu ou ressenti. Rien que ce que vous savez. » Elle réprima un soupir. Ce n'était pas l'annonce d'un reproche, mais d'une enquête. Elle acquiesça. « D'accord. » Le lendemain matin, elle se présenta comme d'ordinaire, mais elle sentait que quelque chose allait changer. Après la course, au lieu de repartir, elle stationna dans un coin discret du parking et sortit son carnet. Théodore s'assit en face, le dossier sur ses genoux, les mains jointes. Ils n'échangèrent pas de banalité. Il l'écouta raconter dans l'ordre ce qu'elle avait remarqué. La double alerte dans l'agenda, le nom d'utilisateur inconnu, l'imprévu de l'arrêt chez l'avocat, la tension dans la réunion. Il expliqua ce qu'il savait déjà et ce qu'il craignait. Une personne manipulant les accès, s'immisçant dans l'organisation, possiblement appuyée par un intérêt externe. Claire comprit alors qu'elle ne se trouvait plus seulement dans le rôle de conductrice ou d'assistante. Elle se trouvait dans un maillon, et elle n'était ni coupable ni témoin muet. Elle était un acteur implicite. Au fil de la conversation, une dynamique se noua. Il ne posait pas de questions accusatoires. Il la laissait parler, noter ses impressions, corriger ses souvenirs. Il lui remit un accès limité à une partie des archives internes, afin qu'elle puisse vérifier les dernières modifications, avant même que les informaticiens ne les verrouillent. Elle n'avait jamais tenté d'entrer dans un tel domaine, mais elle accepta. Elle resta concentrée. Elle partagea les fichiers qu'elle trouva. Parmi eux, des modifications de planning attribuées admin, des accès hors horaires, des redirections de notifications. Elle notait tout. Il notait son calme. Au déjeuner, ils ne parlèrent que de cela. Non de leur silence habituel, non des courses, mais de système, de sécurité, de responsabilité. Et dans ce contexte, Claire sentit une inversion subtile. Celui qu'elle aidait était plus qu'un employeur. Il était un chef de projet vulnérable qui reconnaissait une aide inattendue. Elle ne sourit pas, elle resta concentrée. Elle voulait que cela reste professionnel. Parce que maintenant, elle comprenait que leur rapport n'était pas uniquement défini par le siège social du groupe Morel ou la voiture noire. Ils étaient définis par cette enquête discrète, par cette confiance fragile. La semaine passa. Théodore fit appel à ses techniciens informatiques. Un accès fut bloqué. Une ancienne assistante, licenciée à la suite d'un litige financier, devint suspecte. Camille Laurent ne fut pas encore impliquée officiellement, mais ses réapparitions correspondaient à des moments clés. Théodore observa encore plus intensément la jeune femme, pas seulement sa conduite, pas seulement son efficacité. Il observait son calme sous pression, sa capacité à s'impliquer sans perdre l'apparence de la neutralité. Il vit qu'il avait été plus que prudent. Il avait peut-être assemblé une équipe sans en être pleinement conscient. Un soir, alors qu'il rentrait, il lui tendit une enveloppe. « Je vous remercie. Voici un accès provisoire au projet Innovation. Si vous voulez, vous pouvez y jeter un œil. » Claire resta immobile un moment, puis accepta. Elle sentit la main de Théodore se poser sur le dossier, non par domination, non par supériorité, mais comme un échange discret. Ce geste, simple, fut plus expressif que toute déclaration. Elle rentra chez elle tard et Gérard l'attendait. Elle posa l'enveloppe sur la table, sans ajouter de commentaires. Elle savait que désormais plus rien ne serait comme avant. Elle n'était plus la conductrice. Elle n'était plus l'élément remplaçant. Elle était une collaboratrice d'un homme qui, depuis ce jour, commençait à relier les points, les pièces d'un puzzle qu'il n'espérait pas trouver, ou du moins pas trouver ici-bas, dans cette voiture, sur ce trajet quotidien. Et dans le silence, elle accepta que ce que certains auraient appelé opportunité, elle l'appelait raison. Et si elle sentait son cœur s'ouvrir à une possibilité qu'elle ne nommerait pas encore, elle resta fidèle à elle-même, consciente que ce qui venait se jouait au fil du temps, de la confiance et non en un instant de passion soudaine. Les couloirs du palais Brotteaux, somptueusement préparés pour le gala annuel de la Fondation Morel, résonnaient déjà des premiers pas des invités. Les murs ornés d'œuvres d'art moderne contrastaient avec les moulures classiques, et les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne sur fond de musique discrète. L'élite lyonnaise, ainsi qu'une partie de la haute sphère parisienne, étaient réunis. C'était l'événement le plus attendu de l'année pour le groupe, non seulement pour son aspect caritatif, mais aussi pour les alliances stratégiques qui s'y tissaient dans les recoins des salons. Claire n'était pas censée assister à ce gala. Pourtant, à la dernière minute,
Théodore lui avait remis une invitation en main propre. Il n'avait rien expliqué, juste ajouté que son père serait aussi présent en tant qu'ancien membre honorifique de l'équipe logistique du groupe. Elle avait hésité, longtemps. Elle savait que sa présence ne passerait pas inaperçue. Elle savait aussi que Camille Laurent, toujours en orbite autour de Théodore, y serait. Ce soir-là, Claire portait une robe simple, élégante, choisie avec soin pour ne pas attirer l'attention, mais suffisamment raffinée pour respecter le cadre. Elle entra accompagnée de Gérard, qui, fier malgré sa béquille encore nécessaire, la présenta à quelques connaissances discrètes. Tous deux restèrent un moment dans le fond de la salle, observant les interactions. Claire repéra rapidement Camille, vêtue d'une robe flamboyante, entourée d'un petit groupe de personnalités politiques et culturelles. Elle rayonnait, mais cette lumière semblait contenir des pointes aiguisées. Camille était à l'aise, comme une actrice dans un rôle trop bien connu. Théodore arriva une demi-heure après. Sa présence attira immédiatement les regards. Il salua des membres du conseil, échangea quelques mots avec des investisseurs, puis son regard traversa la salle jusqu'à Claire. Il ne lui fit pas signe, mais ce bref contact visuel suffit à signaler que quelque chose était en cours. Elle sentit une tension dans l'air, comme avant une décision importante. Elle ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais elle devinait qu'il ne resterait pas silencieux ce soir. Le discours officiel débuta à 20 heures précises. Le président de la fondation remercia les donateurs, annonça les projets pour l'année suivante et céda la parole à Théodore. Il monta sur scène, droit, sobre, la voix ferme. Il parla d'innovation, de responsabilité, d'équilibre entre profit et conscience sociale. Puis, contre toute attente, il dévia de son discours écrit. Ces dernières semaines, notre organisation a connu une situation délicate. Une série d'erreurs techniques ont failli compromettre des partenariats importants. Nous avons découvert que certaines modifications internes, présentées comme des accidents, étaient en réalité des manipulations délibérées. Un murmure parcourut la salle. Claire, immobile, sentit son cœur s'accélérer. Grâce à une enquête interne menée avec rigueur, nous avons identifié l'origine des altérations. Une ancienne collaboratrice a eu accès aux plateformes de gestion et a agi avec l'aide de tiers pour influencer notre fonctionnement. Ces actes ont été discrets mais ciblés, visant à déstabiliser l'organisation de l'intérieur. Il marqua une pause. Ce soir, je tiens à remercier publiquement la personne qui a déclenché cette enquête, non pas par dénonciation, mais par professionnalisme et intuition. Une personne à qui je dois la stabilité retrouvée du groupe. Il ne prononça pas son nom, mais son regard croisa celui de Claire à ce moment précis. Elle sentit les regards tournés vers elle. Camille, elle, resta impassible, bien qu'un discret raidissement de ses traits ait trahi sa réaction. Théodore poursuivit, calmement. La Fondation Morel existe pour promouvoir l'intégrité, l'audace et l'engagement. Il serait incohérent de les promouvoir dans nos discours et de les ignorer dans nos choix. Il remercia l'audience et quitta la scène sous des applaudissements mesurés, respectueux. Claire, toujours debout, sentit une vague d'émotions contradictoires, fierté, surprise, soulagement. Mais aucune euphorie. Elle savait que ce geste n'était pas destiné à l'élever publiquement, mais à la protéger, à rétablir une vérité. Camille s'approcha de Théodore quelques instants plus tard. Ils échangèrent quelques mots brefs. Les personnes les plus proches purent entendre sa voix, tranchante malgré son sourire figé. « Tu es allé trop loin », il répondit calmement, mais avec une fermeté que peu lui connaissaient en dehors du monde des affaires. « Non, Camille, toi, tu es allé trop loin. » Elle le fixa quelques secondes, puis s'éloigna sans ajouter un mot. La salle, elle, reprenait son rythme, comme si rien ne s'était passé, mais tout le monde avait compris. Les conversations autour de Claire se firent plus courtoises. Des gens s'approchaient, la saluaient. Gérard, à ses côtés, gardait une fierté discrète. Théodore revint vers eux en fin de soirée. Il ne parla pas tout de suite. Il se contenta de se placer à côté d'elle, les mains croisées. « Merci d'avoir été là ce soir. » Elle le regarda longuement. Elle ne demanda pas pourquoi il avait fait cela publiquement. Elle savait que son geste était une façon de clore une étape, de montrer à tous, y compris à Camille, qu'il ne tolérerait plus d'ombres autour de lui, et qu'il avait choisi où il plaçait sa confiance. Le reste de la soirée s'écoula paisiblement. Claire, sans se départir de sa retenue, échangea avec plusieurs invités. Elle ne cherchait pas à briller, seulement à exister, à rester droite au milieu d'un monde où les places se disputaient plus qu'elles ne se méritaient. En quittant le palais aux côtés de son père,
Elle jeta un dernier regard en arrière. Camille n'était plus là. Théodore parlait avec un conseiller. Mais ce qui comptait à cet instant, ce n'était plus ce que les autres pensaient d'elle. C'était ce que cet homme, avec toute sa réserve, venait de faire. Mettre fin à un cycle de doute et lui rendre sa place. Pas une place offerte, une place qu'elle avait gagnée, pièce par pièce, avec patience, travail et cette force tranquille qui ne demandait aucune scène pour exister. Le lendemain matin, la lumière de l'aurore entrait par la fenêtre du salon de l'appartement de Claire. L'air était frais, preuve que l'hiver n'allait pas tarder à s'installer dans la région lyonnaise. Elle prit son café en silence, le journal étalé sur la table, mais ses pensées ne pouvaient s'attarder sur la chronique habituelle. La nomination publique à la réception de la veille tournait encore dans son esprit. Non pas parce qu'elle cherchait une reconnaissance, mais parce qu'elle sentait que quelque chose d'essentiel venait de bouger. Elle savait que, dans le monde d'affaires du groupe Morel, les gestes publics avaient des répercussions plus grandes que les discours. Et elle comprenait que le geste de Théodore Morel ne lui avait pas uniquement donné une forme de validation. Il avait redéfini leur relation. Quelques heures plus tard, elle se rendit au garage privé où son père, Gérard Dufour, avait repris doucement son poste administratif pendant sa convalescence. Gérard l'accueillit avec un sourire discret mais sincère. « Alors, comment t'es-tu sentie hier soir ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Inhabituel, mais bien. » Il hocha la tête. « Tu as tenu. Tu as été toi-même. C'est ce qui compte. » Elle le remercia et monta dans la voiture de service pour se rendre à l'héliport. Le trajet se fit dans un silence confortable. Chaque feu, chaque changement de voix lui semblait plus fluide que jamais. Elle réalisait que la confiance qu'on lui accordait avait changé ses gestes, son assurance. Elle ne se sentait plus seulement la remplaçante du chauffeur. Elle sentait qu'elle avait franchi un palier. Lorsque Théodore monta à bord, il ne fit aucune remarque immédiate. Il se contenta de fermer la portière et de s'installer, comme d'habitude. Elle démarra. Mais, au lieu d'enclencher l'autoroute directement, elle prit un itinéraire plus calme à travers les rues de la banlieue sud de Lyon. Elle y avait pensé la veille, en rentrant tard, et avait prévu ce léger détour. Il y eut un moment de silence. Puis, il posa sa main sur le dossier du siège avant, là où se trouvait la vitre centrale. Elle glissa un regard rapide dans le rétro. Il ne la regarda pas directement. Il restait concentré sur la route, mais elle sentit ce geste silencieux. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il avec un ton qui ne lui était pas familier. Elle sourit légèrement. « Oui, merci. Et vous ?» Il hocha la tête. « Oui, bien. » Il reprit. « Hier soir, ce geste, je voulais que vous sachiez combien je l'apprécie. » Elle s'arrêta au feu rouge avant de répondre. Elle ne savait pas quelle réponse donner. Merci semblait trop simple et trop attendu. Finalement, elle dit « Je suis contente d'être là. » Il la regarda enfin. Ce n'est pas une posture. Ce n'est pas seulement un choix de convenance. Elle vit dans son regard qu'il ne parlait pas simplement des événements, mais d'elle. « J'ai réfléchi. Vous ne serez plus conducteur uniquement. Je veux vous proposer une autre fonction. À l'issue de la convalescence de votre père, je souhaite vous offrir un poste au département innovation. » Elle sentit son cœur battre légèrement plus vite. Pas d'euphorie, pas de précipitation, juste une vague de reconnaissance et de responsabilité. Elle respira profondément. Je suis honoré. Il sourit, cette fois sans réserve. J'espère que vous accepterez. Je ne veux pas de promesses immédiates, juste que vous y pensiez. Elle acquiesça. Je le ferai. Le feu vert s'afficha. Elle démarra et reprit le trajet. Elle réussit à concentrer son attention sur la route, mais son esprit réfléchissait déjà à ce que signifiait ce choix. Une transition réelle, un changement de rôle, une nouvelle étape. Arrivée devant le bâtiment vitré du siège, elle fut invitée à descendre par l'assistant de Théodore. Il les salua, la main tendue vers elle. Elle serra celle-ci, consciente que cet acte banal scellait un changement. En quittant la voiture, elle sentit un regard sur son nom sur le badge temporaire qui lui avait été donné. Elle repéra quelques sourires discrets parmi les collaborateurs. Ce badge ne signifiait plus seulement « remplaçante chauffeur », il pourrait signifier « collaboratrice ». Elle monta l'ascenseur avec Gérard à ses côtés, silencieux mais fier. Lorsque l'ascenseur s'arrêta, elle prit une grande inspiration. Elle comprit que ce jour-là, elle ne changeait pas simplement de fonction. Elle changeait de position dans son propre récit. Pour le reste de la journée,
Elle se concentra sur ses études, mais elle sentait le poids de cette décision naissante. Elle n'avait rien promis, mais l'engagement moral était là. En fin d'après-midi, elle retrouva Gérard à la maison. Il ne posa pas de questions. Il ne voulait pas anticiper. Il la regarda simplement. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. Elle sourit. « J'accepte. » Avec prudence, avec espoir. Ils serrèrent les mains dures l'un contre l'autre. La soirée passa dans un calme inhabituel. Elle repensa à la route, au geste de sa main, à la difficulté des choix, à la fragilité de la confiance. Elle comprit que ce qu'elle ressentait, un sentiment naissant. Non pas un aveu, mais une reconnaissance mutuelle. Elle savait qu'il n'y aurait pas de déclaration dramatique, de promesses enflammées. Juste un chemin construit. Juste deux personnes qui, jour après jour, choisissaient la même direction. Et tandis que la nuit tombait, elle regarda les phares de la voiture garée dans la rue. Elle réalisa qu'elle n'était plus à l'arrière. Elle était au volant de son propre avenir. Les premiers jours au département innovation du groupe Morel furent à la fois exaltants et denses pour Claire. Elle n'était plus en uniforme sombre derrière un volant, mais bien installée à un bureau en verre au 4e étage du bâtiment principal, entourée de prototypes de matériaux composites, de croquis de machines en cours de conception et de tableaux couverts de calculs. Son badge indiquait désormais son prénom, suivi de la mention stagiaire en ingénierie et non plus accès temporaire. Cette simple distinction, gravée sur un rectangle de plastique, représentait pour elle un basculement silencieux mais profond. Elle avait quitté l'ombre pour entrer dans la structure interne de l'entreprise, sans bruit, sans privilège, par mérite. Le premier matin, elle fut accueillie par Hélène, l'ingénieure responsable du projet de réduction des émissions industrielles, une femme d'une 40aine d'années, stricte, mais connue pour son sens de l'équité. Hélène l'introduisit rapidement à l'équipe, résuma les objectifs, lui transmit les documents de travail et lui attribua un espace de travail. Claire écouta, prit des notes, posa des questions précises. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle voulait apprendre, comprendre, faire sa place par l'effort. Les premiers jours furent rythmés par des analyses de cycles thermodynamiques, des calculs de rendement énergétique, des tests de fiabilité sur des modèles numériques. Tout était rigoureux et elle adorait cela. Mais ce n'était pas seulement le travail qui lui était nouveau, c'était aussi sa relation avec Théodore. Car même s'il n'intervenait pas directement dans les affaires du département, sa présence au sein de l'entreprise était constante et ses décisions guidaient la stratégie. Ils ne se parlaient plus quotidiennement comme avant. Ils se croisaient parfois dans les couloirs, échangeaient un regard, un hochement de tête. Il ne lui adressait aucun traitement de faveur et elle n'en attendait aucun. Cette distance nouvelle était nécessaire. Elle permettait de reconstruire une relation sur d'autres fondations, sans l'ambiguïté d'un lien hiérarchique immédiat. Cependant, malgré cette retenue apparente, une complicité discrète persistait entre eux. Un jour, en sortant d'une réunion technique, Claire croisa Théodore dans l'ascenseur. Ils étaient seuls. Il appuya sur le bouton du 8e étage, elle sur le 4e. Le silence s'installa, non gênant mais chargé d'un respect mutuel. « Comment se passe l'intégration » demanda-t-il. « Intense mais enrichissante » répondit-elle sans détour. Il hocha la tête, puis ajouta « J'ai reçu un retour de Hélène. Elle apprécie votre méthode. » Elle répondit par un simple « Merci ». La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Elle sortit. Il resta à l'intérieur. Ils n'avaient échangé que quelques mots, mais il y avait dans ce court moment une solidité qu'aucune parole excessive n'aurait pu remplacer. Les semaines passèrent. Claire gagna en aisance, en efficacité. Elle présenta ses premières conclusions lors d'un comité restreint. Elle proposa une modification d'un roulement de machine qui permit une économie énergétique de 7%. L'équipe valida son hypothèse, l'intégra aux essais. Son nom commença à apparaître en bas de certaines pages de projet. Elle restait humble, concentrée, mais elle savait qu'elle avançait. À sa manière, sans raccourci. Pendant ce temps, Gérard, de retour à son poste, poursuivait ses trajets, commentait les allées et venues de l'entreprise avec un œil amusé. Il suivait la progression de sa fille avec une fierté tranquille. Il avait vu les regards changer. Il avait vu son ancien patron l'écouter avec attention. Mais jamais il ne força une conversation. Il la laissa grandir à sa manière, sans jamais ramener le passé sur la table. Camille, elle, avait disparu du paysage. Après le gala, elle avait quitté les cercles du groupe,
emportant avec elle les dernières traces de tension. Théodore ne parlait jamais d'elle. Claire ne posait pas de questions. Le sujet semblait clos, classé, relégué à une autre époque. Le présent appartenait à d'autres choix. Un soir, alors que Claire rangeait ses affaires, Théodore apparut à la porte du laboratoire. Il ne portait ni dossier ni téléphone. Il était simplement là. « Avez-vous quelques minutes ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. Ils sortirent, traversèrent un couloir silencieux et arrivèrent sur la terrasse du bâtiment, d'où l'on voyait les toits de Lyon s'étendre jusqu'à l'horizon. Le soleil déclinait lentement, projetant des reflets dorés sur les vitres des immeubles. « Je voulais vous remercier à nouveau, dit-il, non pour votre travail ici, même s'il est excellent, mais pour avoir supporté, sans chercher à fuir ni à séduire, pour être resté vous-même. » Claire le regarda, étonnée par la tournure de ses mots. Il continua. « Ce que je fais, ce que je gère, c'est souvent une question de pouvoir, d'image. Mais avec vous, j'ai appris à observer autrement. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle observa la ville, puis dit « Je ne vous ai jamais demandé quoi que ce soit. Je n'attendais rien, je voulais juste qu'on me laisse faire ce que je sais faire. » Il sourit. « Et vous l'avez fait, mieux que beaucoup. » Un silence s'installa, apaisé, pas pesant, pas chargé de promesses, juste sincère. Ils restèrent là quelques minutes, sans chercher à meubler. Puis il dit « Bonne soirée, Claire. Bonne soirée, Monsieur Morel. » Elle redescendit, les mains dans les poches, l'esprit calme. Ce n'était pas une scène romantique, ce n'était pas une déclaration, mais c'était un lien, une forme d'intimité construite dans le respect et la constance. Un chemin qui, jour après jour, se dessinait sans détour spectaculaire. Elle ne savait pas ce que demain apporterait, mais ce soir-là, en quittant le bâtiment, elle savait que désormais, elle n'avait plus rien à prouver. Elle avait trouvé sa place. Et si l'avenir devait les réunir autrement, ce serait sur des fondations solides, libres, égales. La lumière du matin se posait doucement sur la route départementale bordée d'arbres, formant une alternance de lumière et d'ombre sur l'asphalte encore humide de la pluie de la veille. Claire roulait à une allure paisible, concentrée, les mains détendues sur le volant. Mais ce n'était pas la voiture de fonction qu'elle conduisait, c'était la sienne. Un modèle modeste mais neuf, acheté quelques semaines plus tôt avec ses premières économies issues de son nouveau poste au département Innovation. Ce véhicule n'avait pas le luxe des berlines qu'elle avait conduites auparavant, mais il représentait quelque chose de plus précieux, son indépendance conquise. À sa droite, installé avec calme et cette élégance discrète qui le caractérisait, Théodore Morel observait le paysage défiler. Il ne parlait pas. Il semblait savourer ce moment avec la même retenue qu'il mettait dans chacune de ses décisions. Il n'avait pas proposé ce trajet. C'était Claire qui, la veille, l'avait invité à l'accompagner pour une visite technique dans un petit atelier partenaire situé dans l'arrière-pays. Elle aurait pu y aller seule, mais elle avait formulé l'invitation presque comme un test, une curiosité partagée. Et contre toute attente, il avait accepté sans poser de questions. Il roulait depuis une trentaine de minutes lorsque Claire ralentit pour contourner un groupe de cyclistes. La route sinueuse les obligeait à avancer prudemment. Le silence dans la voiture était confortable, ponctué seulement par le son des pneus sur la chaussée. Elle jeta un coup d'œil rapide vers Théodore. Il semblait à l'aise. Pas comme lors de leur premier trajet, où chaque minute était cadrée, chaque parole mesurée. Cette fois, il n'y avait ni urgence, ni protocole. Juste un instant partagé. « Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ces routes me manquaient », dit-il soudain, rompant le silence avec une voix douce. Claire tourna légèrement la tête. « Vous veniez souvent ici ?» Il acquiesça. « Mon grand-père avait une maison de campagne pas très loin d'ici. Quand j'étais enfant, nous y passions nos étés. C'est ici que j'ai appris à conduire, d'ailleurs. » Elle sourit. « Une belle ironie, quand on sait combien de trajets vous avez délégués ensuite. » Il sourit à son tour. « Vous n'avez pas tort, mais conduire, comme bien d'autres choses, est devenu pour moi une question d'efficacité, jusqu'à ce que vous me rappeliez que cela pouvait être aussi une manière de penser. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle était concentrée sur un virage serré. Lorsqu'ils revinrent sur une portion plus droite, elle reprit la parole. « Vous savez, je n'ai jamais considéré la voiture comme un simple outil. Pour moi, chaque trajet est un moment à part. On y voit clair, on est ailleurs sans être parti. » Il acquiesça lentement. Puis, après un court silence, «
C'est exactement ce que je ressens en ce moment. Leurs regards se croisèrent brièvement, mais aucun d'eux ne s'attarda. Il n'y avait pas besoin de plus. Ils arrivèrent à destination une vingtaine de minutes plus tard. Le bâtiment était simple, en tôle grise, entouré de quelques véhicules utilitaires. Claire gara la voiture, coupa le moteur, puis sortit. Théodore la suivit. Ils furent accueillis par le responsable de l'atelier, un homme jovial d'une 60aine d'années, qui les emmena faire le tour des installations. Claire, attentive, posait des questions techniques précises. Théodore écoutait, intervenait ponctuellement, mais laissait visiblement Claire mener l'échange. Elle savait ce qu'elle faisait, elle n'était plus là pour apprendre uniquement. Elle représentait désormais le groupe. Après la visite, on leur proposa un café dans une petite salle de pause. Ils acceptèrent. Le responsable partit chercher des documents à leur montrer, les laissant seuls un instant. Claire prit une gorgée de café et fixa le paysage par la fenêtre. Quand je pense à tout ce qui s'est passé depuis le jour où j'ai pris votre voiture au héliport, j'ai l'impression que cela fait une éternité. Théodore la regarda, sérieux mais paisible. Pour moi, ce jour-là, quelque chose a changé. Je ne l'ai compris que plus tard. Mais vous avez introduit un désordre utile. Elle haussa un sourcil amusé. Je ne suis pas certaine de comment le prendre. Il sourit. Comme un compliment. Vous avez cassé un rythme figé. Vous avez apporté un imprévu qui, au lieu de nuire, m'a réorienté. Elle ne répondit rien. Mais elle ressentit au fond d'elle une chaleur étrange. Pas de la gêne, pas de l'exaltation, une reconnaissance profonde, mutuelle. Elle savait que ces mots-là, venant de lui, valaient plus que n'importe quelle déclaration. Sur le chemin du retour, le soleil avait percé à travers les nuages, inondant la route d'une lumière dorée. Claire conduisait toujours avec la même fluidité. Théodore regardait droit devant. À un moment, il posa doucement sa main sur la sienne, juste un instant. Un contact bref, sans insistance. Elle ne se tourna pas. Elle ne dit rien, mais elle ne retira pas sa main. Ce simple geste, silencieux et clair, suffisait à exprimer ce que les mots ne pouvaient saisir sans réduire. Lorsque la ville réapparut au loin, ils savaient tous les deux que quelque chose avait changé. Rien d'extravagant, rien de spectaculaire, juste une évidence tranquille. Ils étaient là, ensemble, non pas liés par des promesses ou des obligations, mais par une trajectoire partagée, bâtie lentement, solidement, par la confiance, l'écoute et le respect. Ce jour-là, en rentrant chez elle, Claire coupa le contact et resta quelques secondes dans la voiture. Elle regarda ses mains sur le volant, pensa à tout ce chemin parcouru. Elle n'était plus l'étudiante qui vivait entre deux mondes, ni la fille du chauffeur. Elle était elle-même, à sa place, au volant de son histoire. Et Théodore, avec sa manière unique d'être présent sans s'imposer, faisait désormais partie de cette histoire. Sans qu'aucun mot ne le dise, il était clair qu'un commencement venait de naître là où l'on croyait qu'il n'y aurait qu'un détour. Et parfois, c'est dans les détours que l'on trouve la route la plus droite.